Il existe un arbuste capable de résister à moins 40 degrés. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité mesurée, documentée, observée depuis des siècles dans les régions les plus rudes d'Eurasie. Un arbuste tellement robuste qu'on l'a planté sur des terres où plus rien ne poussait, sur des dunes balayées par le vent, sur des sols gorgés de sel, sur des pentes rocailleuses que tout le monde avait abandonnées. Et cet arbuste a fait exactement ce qu'on lui demandait. Il a poussé. Il a tenu. Il a produit des baies d'un orange vif, gorgé de vitamine C, avec des teneurs qui dépassent de loin celles de la fraise ou de la tomate. 7 fois plus de vitamine C que la fraise, pour être précis. Et pourtant, aujourd'hui, ce même arbuste figure sur des listes de surveillance. Des organismes de conservation recommandent de ne pas le planter à proximité d'espaces naturels sensibles. Des agences agricoles signalent qu'il peut former des forêts denses, impénétrables, capables de supplanter la végétation locale. Le même arbuste que l'on a promu pendant des décennies comme solution miracle pour stabiliser les sols est devenu, dans certains contextes, une plante jugée envahissante. Et c'est exactement ce paradoxe qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement un arbuste. Elle raconte quelque chose de plus large. Elle pose une question simple. Que se passe-t-il quand une plante fait son travail trop bien? Quand elle refuse de rester dans les limites qu'on lui a fixées? Quand sa résistance, au lieu d'être saluée, devient un motif de méfiance? Cet arbuste, c'est l'argousier. Son nom scientifique est Hippophae rhamnoide. Le mot Hippophae vient du grec ancien. Il signifie cheval brillant. La légende raconte que les chevaux nourris avec ces feuilles prenaient du poids et que leur pelage devenait luisant. Que cette histoire soit un mythe ou une observation réelle transmise de génération en génération, elle dit déjà quelque chose d'important. On savait, il y a très longtemps, que cette plante avait quelque chose de particulier. En Eurasie, l'argousier pousse naturellement depuis des siècles. Des côtes de l'Atlantique Nord jusqu'aux montagnes d'Asie centrale, on le retrouve dans des environnements que la plupart des plantes cultivées ne supporteraient pas. Ce n'est pas un fruit exotique récemment découvert. C'est une ressource ancienne, profondément ancrée dans les pratiques traditionnelles. On utilisait ces baies pour l'alimentation, ses huiles pour le soin de la peau et des muqueuses, et l'arbuste lui-même pour protéger et restaurer les terres abîmées. En France, on le trouve sur les dunes du littoral, le long de la Manche, sur certaines côtes de Bretagne et du Nord, et dans quelques vallées alpines. Il fait partie du paysage, même si beaucoup passent devant sans le reconnaître. Au début du XXe siècle, l'Amérique du Nord a commencé à importer l'argousier. La première introduction documentée remonte à 1923. La raison était simple. Le continent avait besoin de plantes capables de survivre là où tout le reste échouait. Des terres dégradées par l'érosion, des plaines battues par le vent, des sols trop pauvres pour l'agriculture classique. L'argousier cochait toutes les cases. Résistant au froid extrême. Tolérant à la sécheresse. Capable de pousser dans des sols salins. Et surtout, capable de fixer l'azote de l'air grâce à une bactérie associée à ses racines, ce qui signifie qu'il enrichit le sol au lieu de l'appauvrir. On l'a planté pour les haies brise-vent, pour la stabilisation des dunes, pour la restauration de terres que personne ne voulait plus cultiver. Et il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Parfaitement. Si vous n'avez jamais vu un argousier de près, imaginez un arbuste dense, parfois presque un petit arbre, avec des feuilles étroites d'un vert argenté. Les branches portent de longues épines. Et les baies, d'un orange éclatant, poussent serrées le long des rameaux, si serrées qu'on dirait qu'elles ont été collées. Elles restent sur l'arbuste même en plein hiver, quand tout le reste a disparu. C'est une plante dioïque, ce qui veut dire qu'il faut un pied mâle et un pied femelle pour obtenir des fruits. Les mâles produisent le pollen. Les femelles portent les baies. Dans un verger, on plante généralement un mâle pour 6 à 12 femelles. Et la plante se propage par drageons, ces pousses qui partent des racines et créent de nouveaux pieds tout autour. Un seul arbuste peut, avec le temps, devenir un fourré entier. C'est cette capacité de drageonnage qui stabilise si efficacement les sols. C'est aussi exactement pour cette raison que certains le considèrent aujourd'hui comme envahissant. Mais avant d'en arriver là, regardons de plus près ce qui rend cet arbuste si particulier du point de vue botanique.
Parce que ce n'est pas juste un buisson épineux. Premièrement, la fixation d'azote. L'argousier vit en symbiose avec une bactérie appelée Frankia, qui s'installe dans des nodules sur ses racines. Cette bactérie capte l'azote présent dans l'air et le transforme en une forme assimilable par la plante. Résultat, l'argousier n'a besoin d'aucun engrais azoté. Il fabrique le sien. Et il ne garde pas cet azote pour lui seul. Le sol autour de lui s'en trouve enrichi. Les autres plantes à proximité en profitent. C'est pour cette raison qu'on l'utilisait pour la restauration de terres épuisées. On le plantait sur un sol dégradé, et progressivement, la vie revenait autour de lui. Deuxièmement, la résistance au froid. L'argousier supporte des températures descendant jusqu'à -40, voire -43 degrés selon les variétés. La plupart des arbres fruitiers cultivés ne tiennent pas à ces niveaux-là. Les pommiers, les pêchers, les cerisiers ont tous leurs limites. L'argousier, lui, traverse l'hiver le plus brutal sans broncher. Troisièmement, la tolérance au sel. Les zones côtières, les bords de routes traités au sel de dégivrage, les sols salins, ce sont des environnements où presque rien ne pousse. L'argousier s'y installe et s'y développe sans difficulté. Quatrièmement, la tolérance à la sécheresse. Une fois bien enraciné, l'argousier a besoin de très peu d'eau. Ses racines plongent en profondeur. Il survit à des étés secs qui détruiraient des cultures conventionnelles. Et cinquièmement, il pousse sur des terres marginales. Des sols pauvres, des pentes rocheuses, des dunes sablonneuses, des endroits où l'on ne peut faire pousser ni blé, ni maïs, ni soja. L'argousier s'en accommode. Il s'installe. Il se propage. Il produit. Et c'est exactement là que le paradoxe commence à apparaître. Les qualités qui font de cet arbuste une ressource extraordinaire pour les terres difficiles, son drageonnage, sa densité, sa capacité à coloniser des milieux pauvres, sont exactement les mêmes qualités qui lui valent d'être classée comme plante potentiellement envahissante. Quand une plante réussit sans qu'on ait besoin de l'aider, quand elle s'étend sans qu'on lui en ait donné la permission, quand elle déborde du cadre qu'on lui avait assigné, le système la reclasse. Ce qui était une solution devient un problème. Mais laissons cette question de côté un instant, parce qu'il faut d'abord parler de ce que contiennent ces baies. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Les baies d'argousier contiennent environ 400 mg de vitamine C pour 100 g. Pour donner un ordre de comparaison, la fraise en contient 59 mg. La tomate crue, 14. Même transformée en jus, l'argousier conserve une grande partie de sa vitamine C, avec des pertes relativement modestes, de l'ordre de 5 à 11%. Sous forme de concentré, les pertes sont plus importantes, autour de 50%, mais même alors, ce qui reste est comparable aux meilleures sources connues de vitamine C. Seulement voilà, la vitamine C n'est que le début. L'argousier produit deux huiles distinctes, et c'est un point que beaucoup ignorent. L'huile de pépin et l'huile de pulpe. Et elles n'ont pas du tout le même profil. L'huile de pépin est riche en acide linoléique, un oméga 6, et en acide alpha-linolénique, un oméga 3. Les analyses de cultivars montrent des teneurs en acide linoléique autour de 33 à 36%, et en acide alpha-linolénique autour de 30 à 36% des acides gras totaux. Une teneur en oméga 3 aussi élevée dans une baie, c'est rare. La plupart des baies que nous connaissons sont avant tout du sucré des anthocyanes. Pas de l'huile. L'huile de pulpe, elle, est encore plus surprenante. Elle contient des niveaux élevés d'acide palmitoléique, un oméga 7. Les études rapportent que cet acide gras représente 32 à 42% de l'huile de pulpe. L'oméga 7 est peu courant dans le monde végétal. On le trouve dans la noix de macadamia et dans certains poissons, mais c'est à peu près tout. L'argousier en produit en quantité significative. Ce qui veut dire, et c'est un point essentiel, que l'argousier n'est pas un aliment fonctionnel. C'est deux aliments fonctionnels en un seul fruit, selon la partie que l'on extrait. Le pépin donne une huile riche en oméga 3 et 6. La pulpe donne une huile riche en oméga 7. Deux profils complètement différents dans la même petite baille orange. La teneur en huile elle-même est remarquable. Les pépins peuvent contenir jusqu'à 12% d'huile en pois. La pulpe entre 8 et 12%.
Pour une baie, c'est extraordinaire. La plupart des fruits sont essentiellement de l'eau et des glucides. L'argousier, c'est de l'huile et de la vitamine C enveloppée dans une peau acidulée. Si cette histoire vous intrigue, si vous vous dites que vous aimeriez en savoir plus sur les plantes que l'on a oubliées ou mises de côté alors qu'elles avaient tant à offrir, n'hésitez pas à rester avec nous. Ce genre de sujet, on le creuse en détail, calmement, sans sensationnalisme. Et si vous trouvez que ça vaut la peine d'être partagé autour de vous, faites-le. C'est comme ça que ces connaissances continuent à circuler. Revenons maintenant à la question centrale. Pourquoi un arbuste aussi résistant, aussi nutritif, aussi polyvalent, se retrouve-t-il sur des listes de surveillance tout en étant presque absent des rayons de nos magasins? La réponse tient en deux parties. L'une est biologique. L'autre est économique. Et les deux, dans le système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sont rédhibitoires. La partie biologique d'abord. L'argousier fait exactement ce pourquoi il a été conçu par la nature. Il colonise les environnements difficiles. Il se propage par drageons. Il forme des forêts denses dans des milieux pauvres en nutriments comme les dunes de sable. Et dans certains cas, il peut supplanter la végétation locale. Dans les prairies, dans les zones riveraines, il peut prendre le dessus sur d'autres espèces. Des organismes de régulation des plantes envahissantes l'ont inclus parmi les espèces à surveiller. Des guides botaniques le décrivent comme potentiellement envahissant dans certaines régions, notamment là où il a été introduit loin de son aire d'origine. On a documenté la formation de fourrés capables de priver de lumière les espèces concurrentes, en particulier sur les côtes et dans les prairies. C'est un véritable retournement. Le même arbuste que l'on promouvait activement pour stabiliser les sols est devenu, dans certains contextes, une espèce dont on surveille l'expansion. Et les qualités qui le rendaient utile, sa croissance vigoureuse, son drageonnage, sa tolérance aux sols ingrats, sont exactement les mêmes qui le rendent problématique quand il se retrouve au mauvais endroit. Ce n'est pas que la science s'est trompée. C'est que la plante a fait son travail trop bien. Quand un arbuste réussit au-delà des limites qu'on lui avait fixées, quand il refuse de rester confiné à la haie brise-vent ou au projet de restauration, le regard change. Ce qui était une qualité devient un défaut. La partie économique ensuite, et elle est tout aussi révélatrice. Récolter l'argousier est un travail considérable. Les estimations parlent d'environ 600 heures de main-d'œuvre par hectare. 600 heures. Quand on sait qu'une récolte de céréales mécanisées se fait en une fraction de ce temps, on comprend pourquoi l'argousier n'a jamais intégré les filières agricoles classiques. Les baies poussent serrées contre des branches épineuses. Elles sont molles, fragiles, faciles à écraser. La cueillette à la main est lente, douloureuse et coûteuse. On a tenté la récolte mécanique, avec des résultats mitigés. Certains producteurs congèlent les branches puis les secouent pour faire tomber les baies. D'autres coupent des rameaux entiers et les traitent ensuite. Mais chaque méthode a ses inconvénients. La qualité du fruit en souffre. Les coûts de main-d'œuvre restent élevés. Les rendements sont pourtant corrects, autour de 4 à 5 tonnes par hectare. Ce n'est pas négligeable. Mais si la récolte coûte trop cher, le rendement ne compte plus. Il y a aussi la complexité de la gestion d'un verger d'argousier. Comme la plante est dioïque, il faut gérer soigneusement les proportions entre pieds mâles et pieds femelles. Les guides techniques recommandent un mâle pour 6 femelles, ou environ 7 à 12% de pollinisateurs dans la plantation. Si le ratio est mal calibré, la fructification en pâtit. Et la taille est difficile à cause des épines. Le système alimentaire moderne n'est pas conçu pour des cultures de ce type. Il est bâti sur l'uniformité, la mécanisation, la facilité de transformation. L'argousier demande du travail manuel, un calendrier précis, une tolérance pour les épines. Cela ne cadre pas avec le modèle industriel. Alors, au lieu de devenir un aliment courant, l'argousier est resté une niche. Un produit de spécialité. Un ingrédient fonctionnel pour initier. On le trouve sous forme de baies surgelées, de jus, de concentré, d'huile. Il apparaît dans certains cosmétiques et compléments alimentaires. Mais il n'a jamais fait le saut vers l'agriculture de masse. Pas parce qu'il manque de qualité. Mais parce que ces qualités ne rentrent pas dans les cases du système. Et pourtant, l'argousier persiste.
Dans les régions où il a été introduit, il reste utilisé pour les haies brise-vent et les plantations de conservation. Des profils de culture spécialisés ont été développés. On le traite comme un aliment fonctionnel à potentiel commercial. On fournit aux producteurs des guides de production, des stratégies de gestion et des informations de marché. Le savoir n'a pas disparu. Il s'est adapté. Des producteurs à petite échelle et des cueilleurs récoltent l'argousier là où il pousse naturellement. Des baies surgelées se vendent sur certains marchés. Du jus et du sirop sont fabriqués en petite quantité. Des huiles de pépins et de pulpe sont pressées pour des marchés spécialisés. La plante continue de faire ce qu'elle a toujours fait. Elle pousse là où les autres renoncent. Elle produit de la nutrition dans des climats que la plupart des cultures ne supportent pas. Elle survit. En France, si vous vous promenez sur le littoral de la Manche ou sur certaines côtes bretonnes, vous avez peut-être déjà croisé cet arbuste sans le savoir. Ces petites baies orange vives qui persistent sur les branches en plein hiver, c'est lui. Et si vous êtes dans une région où l'argousier pousse, sachez que les baies se consomment, même si leur goût peut surprendre. Elles sont acidulées, presque astringentes, mais leur richesse en vitamine C est indéniable. En smoothie, mélangée avec d'autres fruits, elles passent très bien. Le jus est une autre option, même si la transformation réduit légèrement la teneur en vitamine C. Si vous êtes tenté par les huiles, il faut comprendre la différence entre l'huile de pépin et l'huile de pulpe. Elles n'ont pas le même profil d'acide gras et ne servent pas aux mêmes usages. L'huile de pépin est riche en oméga 3 et oméga 6. L'huile de pulpe est riche en oméga 7. Si vous en achetez, sachez laquelle vous prenez et pourquoi. Et si jamais l'idée vous vient de planter un argousier dans votre jardin, renseignez-vous d'abord. Ce n'est pas un arbuste que l'on met en terre et que l'on oublie. Vérifiez les recommandations locales. Dans certaines zones, en particulier à proximité de dunes, de zones humides ou de prairies fragiles, la plantation d'argousier est déconseillée, et pour de bonnes raisons. Le risque de formation de fourrés et de concurrence avec les espèces locales est réel. Dans un cadre maîtrisé, un jardin clos, une haie gérée, les risques sont moindres, mais il faut quand même surveiller les drageons et empêcher la plante de s'étendre au-delà de vos limites. L'argousier existe dans une zone grise. Trop difficile à récolter pour l'agriculture industrielle. Trop vigoureux pour certains contextes de conservation. Et trop utile pour être complètement abandonné. C'est une plante que le système moderne ne sait pas vraiment comment classer. Alors elle reste dans les marges. Plantée ici, surveillée là-bas, récoltée par ceux qui veulent bien faire l'effort, ignorée par les autres. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le problème n'est jamais venu de la plante elle-même. L'argousier n'a pas changé. Ses propriétés sont les mêmes qu'il y a des siècles. Sa résistance, sa richesse nutritionnelle, sa capacité à restaurer les sols dégradés, tout cela était déjà là bien avant qu'on décide de l'importer ou de le classer. Ce qui a changé, c'est le regard que l'on porte sur lui. Et cela en dit peut-être plus sur notre façon de fonctionner que sur la plante. On l'a planté. Il a fonctionné. Et maintenant, il figure sur des listes de surveillance. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi au-delà du cadre qu'on lui avait construit. Il y a quelque chose de profondément révélateur là-dedans. Un arbuste qui pousse sans engrais, qui résiste au gel, à la sécheresse et au sel, qui produit des baies d'une richesse nutritionnelle remarquable, et qui restaure les sols au lieu de les épuiser. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas dans nos assiettes, c'est qu'il ne rentre pas dans le système. Chaque personne qui apprend que ce buisson épineux au bord du chemin produit plus de vitamine C que les fraises de son panier de marché, c'est une personne qui commence à regarder les choses un peu différemment. Chaque cueilleur qui récolte ses baies oranges en plein hiver, par moins 20 degrés, prouve que la résilience sans autorisation existe encore. Et ça, c'est peut-être le vrai enseignement de cette histoire. Ce ne sont pas toujours les plantes les plus dociles qui ont le plus à offrir. Parfois, les plus précieuses sont justement celles qui refusent de se laisser domestiquer complètement. Si ce genre de sujet vous parle, si vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les plantes que l'on croise sans y penser, restez avec nous. Chaque sujet que l'on aborde ici raconte l'histoire d'une ressource que le monde moderne a oubliée ou mise de côté, alors qu'elle avait encore beaucoup à donner.
Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous connaissez quelqu'un autour de vous que cette histoire pourrait intéresser, partagez-la. Ce sont ces petits gestes qui permettent à ces connaissances de continuer à vivre.